La France fait depuis longtemps l'objet de critiques concernant son implication dans la corruption en Afrique. Les accusations pointent vers des relations historiques et en cours entre les gouvernements français, les entreprises et les dirigeants africains, qui ont perpétué la corruption et entravé le développement des nations africaines. Les liens coloniaux historiques de la France avec plusieurs nations africaines ont donné lieu à des dynamiques de pouvoir complexes et au néocolonialisme. Dans leur quête de contrôle et de sécurisation des intérêts économiques, les autorités françaises ont été accusées de jouer un rôle secret dans l'élimination des dirigeants qui résistaient à leur influence ou cherchaient à affirmer la souveraineté de leur pays. Pourtant, les médias occidentaux dépeignent toujours les coups d'État qui se produisent en Afrique comme leurs actes répréhensibles, alors qu'en réalité les puissances occidentales sont celles qui sont derrière certains d'entre eux. Dans cette vidéo, le Dr Arikana Chiombo-Rikao, l'ancienne ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis, révèle les horribles secrets derrière l'implication perverse de la France dans les affaires africaines. Et puis on pourrait se demander, mais pourquoi les dirigeants africains n'ont rien fait face à cette situation déplorable? Eh bien, laissez-moi vous dire mes frères et sœurs, ils ont essayé. À ce jour, 22 coups d'État sont documentés, où des dirigeants ont été assassinés, et la France y était impliquée. Les 7 premiers, quand ils ont décidé qu'ils sortaient du franc CFA et qu'ils allaient imprimer leur propre monnaie, ils ont été assassinés. À chaque fois qu'un dirigeant africain a tenté de faire ce qu'il y avait de mieux pour son pays, il a été assassiné, et la plupart d'entre eux, aidés par la France. C'est un fait connu. Et puis d'autres, ce n'étaient que des mercenaires qui estimaient que lorsqu'il y avait une ressource naturelle découverte dans un pays, ils voulaient faire un coup d'État, alors pendant que le pays est plongé dans une guerre civile, ils siphonnent la ressource naturelle. Nous connaissons une histoire en particulier, qui si nous ne l'avions pas connue, ils auraient dit, les voilà encore une fois, les Africains. Il y a environ 25 ans, un groupe de jeunes blancs riches s'amusait au Cap. Ils ont découvert qu'il y avait du pétrole en Guinée équatoriale qui venait d'être découvert, et ils le voulaient. Ils ont donc élaboré un plan pour avoir un coup d'État en Guinée équatoriale, alors pendant que les Guinéens sont occupés à mener une guerre civile, ils vont siphonner le pétrole. Il y avait 2 avions, l'un devait quitter l'Afrique du Sud, s'arrêter au Zimbabwe et prendre plus de munitions, en route pour chasser en Guinée équatoriale. Un autre avion décollait dans les Caraïbes, avec cette diaspora marionnette, censée être le prochain président. Mugabe s'est demandé pourquoi ces jeunes avaient besoin de munitions aussi puissantes pour aller chasser en Guinée équatoriale. En approfondissant ses recherches, il a découvert qu'il s'agissait d'un coup d'État en préparation. Il leur a permis d'atterrir au Zimbabwe, ils ont chargé leur avion et juste avant le décollage, ils ont tous été arrêtés. Le meneur de ce groupe n'était autre que le fils de l'ancienne première ministre du Royaume-Uni, Margaret Thatcher. Elle a dû prendre l'avion pour le Zimbabwe et a payé généreusement pour faire sortir son fils. Le dernier de ces prisonniers a quitté le Zimbabwe il y a environ 6 à 7 ans. Si ces jeunes avaient réussi, ils auraient dit « encore un putsch, voilà, encore les Africains ». Telle est, mes frères et sœurs, l'histoire de votre Afrique. Ils ne font plus de coups d'État, ils créent simplement de l'instabilité. Alors quand vous entendez parler d'une instabilité dans un pays africain, demandez-vous ce qui se passe vraiment. Parce que, ce qu'ils montrent et vous disent que c'est ce qui se passe, c'est juste un objet brillant. Le vrai problème est ici. Et vous devez arrêter, avant de commencer à être utilisé comme instrument de votre propre destruction. Ils veulent vous balancer cela, et dire que les dirigeants africains sont corrompus. Rappelez-vous ce que j'ai dit que nous devons définir certains de ces mots pour eux. Voulez-vous vraiment savoir ce qu'est la corruption? Il y a 2 voleurs. L'un porte une mallette avec 50 milliards de dollars. C'est ce qu'ils disent qu'il sort d'Afrique chaque année pour corruption. Et d'ailleurs, ils vous disent seulement que les 50 milliards de dollars sortent d'Afrique. Ils ne vous disent pas où ça va. Vous voyez,
La corruption est un sport d'équipe et nous voulons que tous les joueurs viennent à la table. Ok, très bien, 50 milliards de dollars sortent d'Afrique. Et puis il y a un autre voleur ici, avec une mallette avec 500 milliards de dollars, lequel devrions-nous rechercher en premier? Je ne dis pas que nous ne devrions pas parler de corruption hors d'Afrique, ne vous méprenez pas. Oui, il faut parler du voleur qui transporte les 50 milliards de dollars, mais il ne faut pas non plus oublier le voleur qui transporte les 500 milliards de dollars. Et au moment où ce voleur a fini d'investir les 500 milliards de dollars, nous envisageons des billions de dollars hors d'Afrique. Voyez-vous maintenant à quelle vitesse les 50 milliards de dollars deviennent le plus gros crump sous la table? Les nations africaines qui s'efforcent de se libérer de l'influence et de la corruption de la France sont confrontées à un défi complexe qui exige des stratégies globales. Numéro 1. Le développement d'institutions démocratiques solides, de cadres juridiques transparents et de structures de gouvernance responsables est essentiel. En veillant à ce que les dirigeants soient tenus responsables de leurs actions et décisions, les pays africains peuvent réduire la portée de la corruption et de l'exploitation néocoloniale. Numéro 2. La dépendance excessive à une seule industrie ou ressource rend souvent les nations vulnérables à l'exploitation. Les pays africains doivent diversifier leurs économies, investir dans des secteurs autres que les matières premières, leur permettant de négocier sur un pied d'égalité avec leurs partenaires étrangers. Numéro 3. La mise en œuvre de mesures anticorruption strictes, la protection des lanceurs d'alerte et des processus d'approvisionnement transparents peuvent freiner les flux financiers illicites et les accords détournés, qui perpétuent la corruption. Numéro 4. Les nations africaines devraient rechercher des accords commerciaux équitables et mutuellement bénéfiques, et des investissements étrangers, qui donnent la priorité au développement local et à la création d'emplois. Négocier en position de force réduira le risque d'accords déséquilibrés. Numéro 5. L'unité entre les nations africaines peut amplifier leur pouvoir de négociation. Des efforts de collaboration pour négocier des accords commerciaux et s'engager avec des puissances étrangères peuvent fournir une voix collective contre les pratiques d'exploitation. Numéro 6. La sensibilisation aux impacts de la corruption et au potentiel de changement peut donner aux citoyens les moyens d'exiger des comptes de leurs dirigeants et de promouvoir la transparence. Numéro 7. Collaborer avec des organisations internationales et des partenaires, qui accordent la priorité à des relations équitables et au développement durable, peut apporter le soutien nécessaire aux pays africains pour se libérer des liens d'exploitation. Se libérer des schémas historiques de corruption et d'influence néocoloniale de la France nécessite des efforts concertés au sein des nations africaines elles-mêmes, motivés par un leadership visionnaire et une participation citoyenne active, ainsi que la reconnaissance internationale de la nécessité de relations justes et équitables.